Somnifère, le podcast. Aimer les yeux fermés, c'est aimer comme un aveugle. Aimer les yeux ouverts, c'est peut-être aimer comme un fou. Je t'aime comme une folle, écrit Marguerite Yourcenar. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 18 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Gaston Menuiseau, un homme qui a des difficultés à déclarer sa flamme à la femme dont il est éperdument amoureux. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour apaiser ses émotions et trouver le calme en ce début de semaine. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Le lundi, c'est pas toujours évident. Et entre l'actualité du moment, qui est un peu lourde, toutes ces polémiques politiciennes qui s'imposent à nous, et nos histoires et difficultés personnelles, il est parfois difficile de faire le vide. Je vous propose ce soir qu'on s'échappe un peu de ce flux constant d'informations et de nos préoccupations quotidiennes, et qu'on se détende complètement, de sorte à bien commencer la semaine. Dans un premier temps, je vous invite à vous mettre à l'aise, à ajuster votre couverture si vous le souhaitez, à choisir une position confortable et à fermer les yeux. On va commencer par prendre une grande inspiration, en gonflant les poumons un maximum, et on expire toutes les tensions. Une nouvelle fois, une grande inspiration, en gonflant le ventre cette fois-ci, et on relâche toutes les tensions à l'expire. Maintenant, reprenez une respiration naturelle en étant simplement conscient de l'air que vous inspirez et de l'air que vous expirez. Observez simplement les pensées qui vous passent par la tête, mais sans y porter plus d'attention que cela. Il s'agit simplement de noter leur présence, de les laisser passer. Vous pouvez imaginer ces pensées comme des poissons dans un aquarium ou des nuages dans le ciel. En les laissant dériver doucement. Demandez-vous à présent comment vous vous sentez. Quelles émotions vous ressentez? Et si ces émotions semblent se situer dans une zone particulière de votre corps. Il est parfaitement normal de ressentir tout un panel d'émotions, de se sentir bien ou moins bien, triste ou heureux. Il s'agit de faire la différence entre qui nous sommes et comment nous nous sentons. Et se rappeler qu'on a toujours la possibilité de se recentrer et de trouver le calme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imaginer que vous respirez à travers les zones de votre corps où vous ressentez des émotions qu'il faut apaiser. Si vous êtes triste,
c'est peut-être au niveau de la poitrine ou de la gorge. Si vous êtes en colère, c'est peut-être au niveau de la tête et des bras. Si vous êtes anxieux, c'est peut-être au niveau du ventre. Si vous êtes serein ou amoureux, c'est peut-être l'ensemble de votre corps. Tentez d'observer où se situent les émotions que vous ressentez en ce moment et respirez à travers elles, calmement, sans jugement. Comme si, à chaque expire, vos émotions s'apaisaient un peu plus, vous permettant de retrouver le calme. Ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration et notez comme la détente semble s'installer un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Georgista, un début. Pour la 11e fois, Gaston Menuiseau recommençait le nœud de sa cravate. C'est qu'il ne s'agit pas de porter une cravate nouée en corde lorsqu'on doit se jeter aux pieds d'une femme en criant « Je vous aime ». Car Gaston avait décidé que c'était pour aujourd'hui. Sorti depuis un mois du collège anglais où son père l'avait confiné jusqu'à l'âge de 18 ans, le jeune Menuiseau, le soir même où il rentra dans sa famille, avait compris qu'il n'aimerait jamais d'autre femme que Madame Cocheroy, la meilleure amie de sa mère. Elle était un peu mûre, disent les mauvaises langues. Mais ça ne rebutait pas Gaston. Ça ne le rebutait pas du tout. Sa profonde connaissance du cœur humain, et surtout masculin, dont elle se targuait volontiers, était le résultat de nombreuses expériences, affirmait-on encore. Mais Gaston n'en concluait pas moins au contraire que c'était tout à fait la femme qu'il lui fallait. Ce qu'il faisait penser avec orgueil, je suis un gaillard déjà terriblement dépourvu de préjugés. Dès la première semaine, il crut voir que Madame Cocheroy l'avait deviné et ne s'en montrait que plus bienveillante. S'étant un jour trouvé seul avec elle, face à face et de très près, il eut l'intuition très nette qu'elle allait lui prendre la tête à deux mains et l'embrasser sur la bouche. Mais elle ne fit que parler de choses banales, de sa raie qu'elle lui conseilla de porter au milieu de la tête, et elle lui avait passé les doigts dans les cheveux légèrement pour indiquer la place, tandis que son souffle tiède frôlait la joue du jeune homme.
Puis elle était allée s'asseoir sur un canapé, les yeux perdus dans le vague, répondant à peine en de brefs monosyllabes tandis qu'il continuait par politesse à l'interroger sur la meilleure façon de se coiffer. Il avait même craint de l'ennuyer tant elle semblait penser à autre chose et s'était senti très heureux de voir entrer quelqu'un. Gaston avait conclu de ce qu'elle ne l'embrassait pas spontanément sur la bouche que Madame Cocheroy ne pensait pas à lui et n'était pas du tout ce que l'on disait. Puisqu'elle n'était pas femme à le séduire, comme il l'avait espéré, c'était donc à lui d'oser, hélas, et de la conquérir. Dès les premiers jours, elle lui avait dit une de ces phrases que l'on répète à tout le monde. « Je reçois le mardi les gens que je n'aime pas, et le jeudi ceux que j'aime. J'espère vous voir le jeudi. » Et l'amoureux avait décidé. Chez elle. C'est chez elle que je la séduirai. Mais le sort s'était acharné sur Gaston. La première semaine, il avait eu sur la joue un petit bouton qui le défigurait complètement. Allez donc avouer votre amour à une femme avec un bouton sur la joue. Il avait profité de ce répit pour se commander des vêtements neufs dignes d'une circonstance aussi solennelle. Le jeudi suivant, le tailleur, manquant à la fois juré, avait fait dire que monsieur n'aurait son costume que le lendemain. Et Gaston, bien qu'il essayât d'être furieux, ne se sentait pas trop fâché de voir reculer l'instant décisif. Il s'en donnait pour raison la nécessité de combiner un plan d'attaque ingénieux et foudroyant. Il avait donc décidé d'attendre encore au jeudi suivant. Le mercredi, il la rencontra rue de la Paix, seule et à pied. Et il la jugea un peu fantasque, car elle accourut vers lui en disant « Quelle bonne rencontre! Je suis seule, je m'ennuie, j'ai tout cet après-midi à moi et je ne sais qu'en faire. Où me conseillez-vous d'aller ?» Il suggéra une visite à l'exposition de l'Épatant, très intéressante, affirmait-il. Mais elle n'aimait pas la peinture. Une conférence d'Émile Faguet ne la séduisit pas davantage, et elle répétait avec une insistance vraiment singulière, en le regardant en plein dans les yeux. « Alors, pour tout de bon, vous ne devinez pas ce qui me plairait ?» Ne sachant plus que lui conseiller, Gaston aurait voulu prendre congé car sa jeune expérience craignait, pour Madame Cocheroy, les racontards que pouvait susciter une trop longue conversation dans cette rue si fréquentée. Mais elle l'avait retenu en s'exclamant « Et chez moi ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu chez moi ? C'est très incorrect. Je vous avais dit de venir le jeudi, il n'y a jamais personne. Puis-je compter sur vous demain ? » Il avait promis et pensait en s'en allant. « Il n'y a jamais personne, ça veut dire qu'on sera 15 au plus chez une femme aussi mondaine. » Mais il avait échafaudé ce plan ingénieux. « J'arriverai tard. Je resterai le dernier, coûte que coûte, dut-on le remarquer. Et dès que je serai seul avec elle, je me jetterai à ses pieds en criant « Je vous aime ». Le jeudi était arrivé. Nul cataclysme n'avait bouleversé Paris, nul bouton ne fleurissait la joue de l'amoureux, ses vêtements neufs l'attendaient, étalés sur un fauteuil, et il avait passé 1 heure à chercher s'il n'existait pas de raison impérieuse pour remettre la chose à la semaine suivante, sans pouvoir découvrir le plus petit obstacle. C'était donc pour aujourd'hui. Et voilà pourquoi Gaston tortillait et détortillait sa cravate, en répétant à satiété comme s'il apprenait un rôle par cœur. J'attends que tout le monde soit sorti et je me jette à ses pieds en criant « Je vous aime ».
Son 12e nœud de cravate ne valait ni plus ni moins que les précédents. Mais Gaston en fut satisfait parce qu'il n'avait plus le temps d'en recommencer d'autres. Il acheva de se vêtir avec un soin méticuleux, fit appeler un taxi, sauta dedans et cria l'adresse d'une voix si résolue que le chauffeur sursauta et le regarda d'un air méfiant et un peu craintif. Dans le salon de Madame Cocheroy, où le jeune homme fut introduit de suite, il n'y avait personne, pas un seul visiteur. Ayant décidé qu'il y en aurait eu 15 au moins, et qu'il attendrait la sortie du dernier, Gaston pensa avec un profond dépit que son plan ne tenait plus debout. Et il n'était pas encore remis de sa déconvenue quand Madame Cocheroy entra. Autre tuile, elle était en peignoir. Donc elle n'attendait personne et avait oublié qu'il lui avait promis une visite. Il fallait même qu'elle fût bigrement coquette pour porter des peignoirs aussi décolletés, aussi fanfreluchés, pour son seul plaisir personnel. Elle fit asseoir le jeune homme sur un canapé et s'installa à côté de lui. Gaston pensait très perplexe. Puisqu'il n'y a personne, je ne puis évidemment attendre que tout le monde soit sorti. Donc, quel parti dois-je prendre ? Mais il eût désiré, pour y réfléchir, pouvoir se recueillir pendant quelques minutes. Et la dame parlait avec tant de volubilité qu'il avait déjà beaucoup de peine à la suivre et ne pouvait songer à l'indispensable modification de son plan. Après s'être informé de la santé de ses parents, amis et connaissances, le tout en moins de 2 minutes, Madame Cocheroy lui posa soudain cette question. « Et vos petites maîtresses ?» Gaston sentit sa gorge se serrer tant l'angoisse l'étreignait, et dire qu'il avait cru un instant que cette femme l'aimait. Fallait-il qu'elle fût loin d'y penser pour parler avec tant d'enjouement de ses maîtresses ? « Je vous jure, dit-il. » Mais elle n'en permit pas davantage et le fit taire en lui mettant la main sur la bouche. Comme à un enfant. Oui, un enfant, le mot n'était pas trop dur, et il se le répétait avec une douleur profonde, tandis qu'elle continuait à se moquer de lui, il le comprenait bien maintenant. « Vraiment, vous n'avez pas de maîtresse, je ne puis vous croire. Vous n'avez pas une petite garçonnière, un entresol bien discret où vous recevez de jolies filles, des femmes mariées peut-être, vilain séducteur. Allons, dites-moi où c'est, donnez-moi l'adresse, je ne me fâcherai pas. » Le coup lui sembla si dur qu'il déclara d'un ton fort sec. « Je vous jure, madame, que je n'ai pas la moindre garçonnière. » Mais elle ne le lâchait pas et continuait. « Vous préférez les hôtels sans doute, mais vous êtes terrible, c'est très compromettant les hôtels. Est-on bien au moins dans le vôtre? Y a-t-il un peu de confort ?» Il répondit d'une voix que le dépit faisait trembler un peu. « Je vous répète, madame, que vous vous trompez complètement. » Sans pitié, elle reprit. « Alors, il reste les voitures, mais c'est bien incommode. » Et elle le regarda d'un air désapprobateur. Elle croyait donc qu'il mentait, qu'il avait des maîtresses. Comment lui dire qu'il l'aimait, qu'il l'adorait, puisqu'elle était persuadée de cela? Un instant, il eut l'idée de risquer le tout pour le tout, de se jeter à ses pieds en criant « Je vous aime », avec l'intonation qu'il avait répétée 200 ou 300 fois depuis le matin. Mais au moment où il la répétait encore une fois ou deux, intérieurement pour ne pas rater son effet, Madame Cocheroy posa par mégarde une main sur la sienne. Elle s'inclinait vers lui, fortement appuyée sur cette main, son bras pressé contre celui du jeune homme. Et penchée sur sa poitrine,
elle regardait longuement son épingle de cravate après avoir demandé. « C'est l'émeraude que votre mère vous a donnée, je crois. » Fallait-il qu'elle fût à 100 lieues de soupçonner son amour pour oser de telles attitudes? Leurs genoux se touchaient. À travers le mince tissu du peignoir, il sentait contre sa jambe la tiédeur de cette chair tant désirée. Une boucle de cheveux frôlait son menton, un parfum troublant montait à ses narines, et il devait se rejeter en arrière, retenir son haleine, pour que son souffle n'allât pas caresser la nuque ambrée et ronde, l'oreille si rose, qu'il contemplait de ses yeux dilatés à moins de 10 centimètres de sa bouche. Allait-on vous jeter à genoux dans des conditions pareilles? Ah, certes non, elle ne se doutait de rien. Si elle avait pu soupçonner le trouble, l'affolement où le jetait ce tiède contact, ce parfum grisant, cette nuque adorable mise à la portée de sa bouche, elle se serait enfuie en claquant les portes avec des clameurs d'épouvante. Mais elle ne se doutait de rien, car elle restait là, tranquille, tournant la pierre du bout de son doigt fin pour la faire briller, en disant d'une voix paisible: « J'en ai une pareille montée en bague, mais la vôtre a plus d'éclat. » Elle se pencha encore pour mieux voir. Sa poitrine, un instant, toucha celle de Gaston. Ce ne fut qu'un contact très doux et très léger, le frôlement à peine perceptible d'une chair vivante et animée que soulève un rythme harmonieux et lent. Mais ce fut si délicieux, si exquisement doux, que Gaston sentit un grand frisson monter en lui, et le nuage des suprêmes extases passer devant ses yeux. Et c'était une torture aussi, une torture effroyable et douloureuse de penser qu'elle ne se doutait de rien, et de devoir rester calme, immobile, en retenant ses gestes et son souffle, comme dans un fauteuil de dentiste, sous ce contact adorable et affolant. Madame Cocheroy se redressa enfin. D'une voix machinale, elle répétait: « Oui, la vôtre a plus d'éclat. » Puis elle se tut, et ses dents blanches mordirent sa lèvre rouge que fendait un pli voluptueux. Gaston respira longuement, trop bouleversé encore pour penser nettement à autre chose qu'à la douceur de cet air frais qui entrait en lui, calmant la fièvre de son âme et le frisson de sa chair. Le silence dura. Madame Cocheroy réfléchissait. Gaston respirait. Puis il sentit son impolitesse, fit un grand effort de pensée et murmura: « Vous avez là un bien joli peignoir. » Aussitôt elle se remit à sourire et entra dans de longues et confuses explications sur les avantages de ce vêtement. C'était agréable et commode, on n'avait besoin de presque rien porter dessous, ça ne tenait que par 3 agrafes dont elle indiquait la place d'un doigt discret. 1, 2, 3, et c'est ouvert. Sa main fouillait les dentelles, tiraillait les rubans avec des gestes brusques et nerveux. Puis elle s'allongea, comme si elle était là, sa tête penchée vers l'épaule du jeune homme, qu'elle touchait presque. Dans ce mouvement, la large manche du peignoir glissa, agrandissant encore l'échancrure du décolletage. Madame Cocheroy ne s'était aperçue de rien. Elle se taisait de nouveau, et ses yeux fixaient sur un angle du plafond des regards si étranges que Gaston regarda aussi de ce côté. Il n'y avait rien, c'était un angle de plafond comme un autre, avec des moulures peintes et dorées. Furtif et vacillant, les yeux de l'amoureux revinrent vers le peignoir. Il avait glissé encore, découvrant toute l'épaule,
toute une moitié de la gorge blanche et mouvante que l'attitude penchée de madame Caucheroy présentait en enfilade au regard de Gaston. Et cette femme continuait à ne se douter de rien. Elle ignorait que la manche de son peignoir eût glissé, elle était à 100 lieues de penser que Gaston fût amoureux d'elle, et qu'elle le rendait à moitié fou, tremblant de désir et d'angoisse. Alors, doucement, Gaston se détourna pour ne plus voir, pour tâcher de souffrir un peu moins. Le crépuscule tombait lentement. Des ombres grises descendaient du plafond, une lueur mauve et apaisée filtrait encore les guipures des rideaux. Gaston entendit un frisson d'étoffe. madame Caucheroy était debout, elle alla vers la muraille et la lumière rose des lampes électriques envahit le salon. Puis la dame se retourna vers Gaston. Droite et calme, elle souriait d'un air tranquille, et pourtant il sembla au jeune homme qu'elle n'avait pas son expression habituelle, qu'il n'avait jamais si bien lu dans les ombres de ses traits un peu empâtés, les signes de la maturité prochaine, les marques des déceptions, des chagrins, du souci de vivre. Sans doute, cette lumière crue et soudaine. Comme elle ne se rasseyait pas, il se leva en murmurant. « Je crains, madame, d'avoir abusé... » »« De rien, dit-elle. Vous n'avez abusé de rien. Vous êtes décidément un jeune homme irréprochable. » Dans sa main encore brûlante de fièvre, il prit une petite main qui, par opposition sans doute, lui sembla glacée et qu'il effleura d'un timide baiser. Il balbutia un au revoir auquel elle répondit d'une voix plus haute que d'habitude, presque stridente. « Au revoir, monsieur. Tous mes compliments à votre mère, mes compliments les plus vifs. » Il sortit et s'en alla par les rues au hasard, la tête basse. Il était malheureux, il pensait que décidément, elle n'avait jamais songé à lui et que de son côté, il était peut-être encore un peu novice pour séduire des femmes du monde. Et il revécut avec mélancolie l'heure bienheureuse et mensongère où il s'était cru aimé, où il avait espéré avec tant de joie et d'émue gratitude que madame Caucheroy allait lui prendre la tête à deux mains pour l'embrasser sur la bouche. Bonne nuit. Bonne nuit.